Dans cette séquence, nous allons explorer les vitamines et les minéraux essentiels à la santé cutanée, notamment les vitamines A, D, E, le zinc et le sélénium. L'objectif est de comprendre leur fonction biologique, leur rôle dans l'équilibre de la peau, l'inflammation, la barrière cutanée et l'antioxydation, afin de les intégrer efficacement dans une stratégie nutritionnelle et thérapeutique personnalisée. Sous ses formes actives, comme le rétinol ou le bêta-carotène, jouent un rôle fondamental dans la santé cutanée. Elles participent à la différenciation des cellules épithéliales en régulant la kératinisation via les récepteurs nucléaires RAR, RXR. Sur le plan immunitaire, elle active la réponse Th1 et contribue à l'équilibre entre Th2 et Th17, ce qui la rend précieuse dans les terrains atopiques ou inflammatoires. Elle module également la sécrétion de sébum en agissant sur les récepteurs nucléaires, ce qui peut être utile dans certaines dermatoses séboriques. Enfin, en tant qu'antioxydant indirect, la conversion de bêta-carotène permet de piéger les radicaux libres, protégeant ainsi la peau du stress oxydatif. Lorsque l'apport en vitamine A est insuffisant, plusieurs signes peuvent apparaître sur la peau. On observe souvent une hyperkératose, c'est-à-dire un épaississement de la couche cornée accompagné de sécheresse et parfois d'un eczéma. La vitamine A étant essentielle à l'immunité, son déficit peut aussi favoriser une acné inflammatoire ou des infections cutanées récidivantes, en particulier pour les peaux sensibles ou atopiques. Enfin, la cicatrisation devient plus lente car la prolifération cellulaire et la différenciation des kératinocytes sont perturbées. La vitamine A peut être apportée sous différentes formes, chacune ayant des particularités. On retrouve notamment le rétinylpalmitate, le bêta-carotène naturel, une forme végétale et précurseur, ainsi que le rétinol utilisé en topique pour ses effets cutanés. Attention particulière chez les femmes enceintes, le rétinol sous sa forme active est tératogène. Il est donc contre-indiqué pendant la grossesse. Enfin, la dose fonctionnelle en supplémentation dans une approche thérapeutique se situe généralement entre 500 à 10 000 unités internationales par jour. Parlons maintenant d'un acteur essentiel mais souvent oublié dans la santé de la peau, la vitamine E. C'est un antioxydant liposoluble, c'est-à-dire qu'il se loge dans les graisses exactement là où il faut pour protéger les membranes cellulaires, le film lipidique, le sébum ou encore les céramides. Elle a aussi un rôle anti-inflammatoire en freinant des molécules comme les prostaglandines E2 ou les leucotriènes B4 impliquées dans la rougeur et l'irritation. Et ce n'est pas tout, la vitamine E favorise la cicatrisation en améliorant la qualité du tissu. Enfin, elle agit en synergie avec la vitamine C, la coenzyme Q10 ou le glutathion. Ensemble, ils forment une équipe de choc pour la défense et la régénération cutanée. Lorsqu'on manque de vitamine E, certains signes peuvent apparaître au niveau de la peau. On observe souvent une peau sèche, terne, qui manque d'éclat et de souplesse. Ce déficit peut aussi favoriser des inflammations cutanées chroniques, car la peau n'arrive plus à se défendre correctement. Enfin, la sensibilité au soleil augmente, les coups de soleil arrivent plus vite et la peau réagit plus fortement aux UV. Autrement dit, sans vitamine E, la peau est plus fragile, plus inflammée et moins protégée. Pour bien supplémenter en vitamine E, il est préférable d'opter pour une forme naturelle qui combine tocophérol et tocotriénol. Ce sont les deux familles actives de la vitamine E. La dose recommandée se situe entre 100 à 400 unités internationales par jour selon les besoins individuels et le contexte clinique. En usage local, donc en application sur la peau, la vitamine E a montré son efficacité dans les cas de brûlure, d'eczéma ou encore après un traitement au laser en aidant la peau à mieux cicatriser et à réduire l'inflammation. Le zinc est un minéral clé pour la peau. Il aide à renforcer la barrière cutanée, souvent limitée, agit comme un antioxydant indirect et régule la production de sébum.
Il limite aussi les bactéries impliquées dans l'acné tout en calmant l'inflammation. Quand on manque de zinc, la peau peut en faire les frais. On observe souvent de l'acné, de l'eczéma ou une cicatrisation qui traîne. Le déficit peut provoquer une perte de cheveux diffuse, des ongles striés ou même une altération du goût. Pour corriger un manque de fer, on peut supplémenter avec une forme bien assimilée comme le bisglycinate ou le gluconate. La dose classique va de 15 à 30 mg par jour selon les besoins. Et attention, le zinc est mieux absorbé à distance des repas et sans excès de fer ou de calcium qui peut le gêner. Le sélénium est un minéral clé pour la peau et l'immunité. Il agit comme un puissant antioxydant en aidant le glutathion à neutraliser les radicaux libres. Il soutient aussi nos défenses comme certains virus qui restent en sommeil dans l'organisme, comme l'herpès par exemple. Côté inflammation, il freine les signaux pro-inflammatoires et calme les mastocytes, souvent impliqués dans les peaux réactives. Enfin, il joue un rôle dans la détoxification des métaux lourds comme le mercure ou l'arsenic. Quand le sélénium manque, la peau vieillit plus vite, perd en élasticité et se relâche. Le corps devient aussi plus vulnérable face aux virus, notamment ceux qui restent latents, comme l'herpès. Enfin, un déficit favorise l'apparition de taches pigmentaires et d'une sensibilité accrue au soleil. Pour bien assimiler le sélénium, on privilégie une forme L-sélénométhionine, la plus biodisponible. La dose idéale se situe entre 100 à 200 microgrammes par jour sans jamais dépasser les 400. Et pour une action renforcée, il est intéressant de l'associer avec de la vitamine E, du zinc ou de la NAC. Ces synergies potentialisant son effet antioxydant et protecteur. Pour conclure, cette synthèse nous permet de relier chaque micronutriment à un terrain cutané typique et à des cibles physiologiques. La vitamine A sera utile dans l'eczéma, la sécheresse ou l'acné car elle soutient l'épithélium et l'immunité. La vitamine D est précieuse dans le psoriasis, l'atopie ou la rosacée en modulant l'inflammation et le microbiote. La E cible l'oxydation lipide utile face au vieillissement et aux UV. Quant au zinc, il agit sur le sébum, la barrière et les Treg, particulièrement utile en cas d'acné ou de mauvaise cicatrisation. Enfin, le sélénium soutient le glutathion, la détox, la régulation des mastocytes, précieux en cas de taches, de virus ou d'exposition toxique. La vitamine D joue un rôle immunomodulateur essentiel dans la santé cutanée. Elle stimule les lymphocytes Treg et freine l'activation des sous-populations Th1 et Th17 tout en favorisant la production de peptides antimicrobiens comme les catélicidines. Sur le plan cutané, elle améliore la différenciation des kératinocytes, renforçant ainsi la barrière épidermique. Elle agit également comme un anti-inflammatoire naturel en diminuant les cytokines pro-inflammatoires telles que les interleukines 6 ou interleukines 17 et TNF-alpha. Enfin, son rôle s'étend au microbiote, qu'il soit intestinal ou cutané, en contribuant à un meilleur équilibre de la flore. Le déficit en vitamine D peut avoir plusieurs manifestations cutanées. Tout d'abord, il augmente la fréquence des infections à répétition en affaiblissant la réponse immunitaire. Il favorise aussi la sécheresse cutanée et peut être associé à une dermatite atopique, notamment chez les enfants. Enfin, un manque de vitamine D ralentit la régénération des tissus, entraînant une cicatrisation lente et favorisant des inflammations chroniques de la peau. La vitamine D existe principalement sous forme de cholécalciférol ou D3 que l'on peut obtenir par l'exposition solaire ou par la supplémentation. Les apports fonctionnels recommandés varient généralement entre 2000 à 4000 unités par jour, voire plus en cas de déficit documenté, toujours sous supervision médicale. La supplémentation est particulièrement indiquée en hiver chez les personnes peu exposées au soleil, âgées ou souffrant d'inflammation cutanée. Dans ce module, on va se pencher sur 4 grands suspects dans les problèmes de peau: le sucre, le gluten, le lait
et l'histamine. L'objectif ici, c'est de comprendre comment ces aliments peuvent aggraver une inflammation ou déséquilibrer l'immunité cutanée. Mais on va aller plus loin. On ne parle pas d'interdiction stricte pour tout le monde, on parle de terrain. Chaque peau est différente, c'est pourquoi on parlera de terrain fonctionnel et de personnalisation nutritionnelle. Quand on consomme trop de sucre et des aliments à index glycémique élevé, l'insuline s'emballe. Cela augmente l'IGF-1, une hormone qui stimule les cellules de la peau, le sébum et même les androgènes. Résultat, terrain parfait pour l'acné. En parallèle, le sucre rigidifie le collagène par la glycation et la peau perd son élasticité et son éclat. Il active aussi la voie inflammatoire appelée NLRP3 et augmente les interleukines 1β et interleukine 6, deux messagers de l'inflammation. Enfin, la dysbiose qui en découle favorise le candida et le C. acneas et augmente la perméabilité intestinale. Le sucre est donc un vrai perturbateur pour l'équilibre cutané. Sur la peau, un excès de sucre se voit. Il favorise une acné inflammatoire, parfois tenace, liée à une surproduction de sébum et à une peau plus épaisse. Il rend aussi le teint plus terne et accélère l'apparition de rides car il rigidifie le collagène. Enfin, il peut entraîner une hyperpigmentation et un relâchement cutané, signe visible d'une peau inflammée et en perte d'élasticité. Ces signes sont souvent un reflet d'un déséquilibre interne. Pour retrouver une peau plus saine, il est essentiel de réguler l'impact du sucre. Cela passe d'abord par la réduction des aliments à indice glycémique élevé comme le pain blanc, les céréales raffinées, les jus de fruits et les sodas. En parallèle, on va privilégier des fibres solubles comme celles des légumes et les polyphénols comme des myrtilles, du curcuma ou la cannelle. Ils protègent la peau et calment l'inflammation. Dans certains cas, on peut aller plus loin avec un jeûne intermittent ou des compléments ciblés comme de la berbérine ou du chrome qui aident à réguler la glycémie. L'objectif, apaiser le terrain de l'intérieur. Même chez les personnes qui ne sont pas atteintes de maladie cœliaque, le gluten peut entretenir une inflammation discrète mais chronique. Il agit en augmentant la zonuline, une molécule qui rend l'intestin plus perméable. Résultat, des fragments de gluten passent dans le sang et déclenchent une réponse immunitaire avec l'activation d'interleukine 15, polarisation Th1, Th17 en production d'anticorps. Cette inflammation peut ensuite faire écho sur la peau. C'est ce qu'on appelle une réactivité croisée entre l'intestin et la peau. Chez les personnes sensibles, cela peut contribuer à des pathologies comme le psoriasis ou la dermatite herpétiforme. Chez les personnes sensibles au gluten, même sans diagnostic de maladie cœliaque, on peut observer des symptômes variés. Sur la peau, cela peut se manifester par du psoriasis, une dermatite herpétiforme, mais aussi de la rosacée ou une acné qui persiste malgré les soins. Et côté digestif ou général, on retrouve souvent de la fatigue, des ballonnements ou encore des douleurs articulaires inexpliquées. Tous ces signes peuvent être liés à une inflammation silencieuse entretenue par le gluten. Dans une approche fonctionnelle, on peut proposer une éviction du gluten pendant 3 à 6 semaines, puis observer si les symptômes s'améliorent. Durant cette période, on remplace le gluten par des céréales naturellement sans gluten comme le sarrasin, le millet ou le quinoa. Ensuite, si besoin, on peut réintroduire progressivement et compléter par un test immunologique, notamment la recherche d'anticorps IgG antigliadine. L'objectif est toujours de personnaliser au maximum selon la tolérance de chacun. Le lait contient plusieurs éléments qui peuvent poser problème pour la peau. Le lactose peut fermenter dans l'intestin, ce qui favorise la dysbiose et les ballonnements. La caséine A1, une des protéines du lait, peut déclencher une réaction immunitaire, surtout chez les personnes sensibles. Le lait contient aussi des hormones de croissance comme l'IGF-1 qui stimule la production de sébum et la prolifération des cellules de la peau.
Enfin, les œstrogènes et les xénobiotiques présents dans le lait peuvent avoir un effet pro-hormonal sur des peaux sensibles ou hormones. Tout cela contribue à aggraver l'acné hormonal et l'inflammation cutanée. En lien avec la consommation de lait, certaines manifestations cutanées sont fréquentes. On retrouve typiquement de l'acné localisé au niveau du menton ou de la mâchoire, ce qui est très caractéristique d'un dérèglement hormonal. Il peut aussi y avoir une inflammation chronique de la peau qui rend le teint moins net, plus réactif. Enfin, certaines peaux deviennent congestionnées avec un excès de sébum, ce qu'on appelle l'hyperséborrhée. Autrement dit, le lait peut contribuer à déséquilibrer la peau de façon durable. L'approche fonctionnelle consiste d'abord à faire une élection stricte des produits laitiers pendant 4 semaines. Cela inclut le lait, les yaourts et les fromages de vache. Pendant ce temps, on peut les remplacer par des laits végétaux comme l'amande, la coco, le riz ou le chanvre ou par du kéfir de coco. À la fin de la période, si besoin, on peut tester une réintroduction très progressive en observant les effets sur la peau ou compléter par un dosage d'anticorps IG spécifique. L'histamine est une molécule naturelle présente dans certains aliments comme le vin, le chocolat, la tomate ou les fromages affinés. Elle joue un rôle dans les réactions inflammatoires et allergiques du corps. Normalement, notre organisme la dégrade grâce à une enzyme appelée la DAO. Mais chez certaines personnes, cette enzyme fonctionne mal ou n'est pas assez présente. Résultat, l'histamine s'accumule. Alors elle doit déclencher des réactions très variées, rougeur, démangeaisons, urticaire, rosacée, voire acné sur le bas du visage. Le stress et certains déséquilibres du microbiote intestinal, comme une prolifération de bactéries qui produisent elles-mêmes de l'histamine, peuvent aggraver le phénomène. Ce n'est pas une allergie à proprement dite, mais une mauvaise tolérance à l'histamine. Et ça peut se traduire par une hypersensibilité cutanée persistante. Certains aliments sont naturellement riches en histamine ou en libèrent dans l'organisme. C'est le cas des produits fermentés comme le vin, les fromages, la choucroute ou la sauce soja. Mais aussi des légumes comme la tomate, les épinards ou l'aubergine. Le poisson fumé ou en conserve ainsi que le chocolat ou les fruits secs ou encore la banane peuvent aussi provoquer une réaction chez les personnes sensibles. Chez un terrain déjà inflammatoire, une consommation régulière de ces aliments peut entretenir rougeur, démangeaisons, rosacée ou poussée d'acné. L'approche repose d'abord sur un régime pauvre en histamine, en évitant les aliments riches qu'on vient de voir. On peut aussi prendre l'enzyme DAO, environ 30 à 60 minutes avant un repas riche en histamine, pour mieux la dégrader. En parallèle, certains nutriments comme la quercétine, la vitamine C liposomale ou le magnésium aident à stabiliser nos cellules immunitaires qui libèrent l'histamine. Enfin, certaines souches probiotiques comme le Lactobacillus rhamnosus GG ou le Bifidobacterium longum peuvent contribuer à réduire la charge histaminique au niveau intestinal. Quand on parle d'une peau inflammée, il est essentiel de comprendre que certains aliments peuvent agir comme des déclencheurs silencieux. Et chacun agit avec un mécanisme différent. Le sucre, par exemple, augmente la molécule appelée l'IGF-1 et accélère le processus de glycation. Le résultat, la peau s'enflamme, vieillit plus vite avec des poussées d'acné et de rosacée. Nous allons, comme approche, réduire l'indice glycémique, augmenter les antioxydants comme les polyphénols et intégrer le jeûne intermittent. Le gluten, lui, agit sur la barrière intestinale. Il augmente la molécule appelée la zonuline, ce qui rend l'intestin plus perméable et stimule une cytokine inflammatoire, l'interleukine 15. Cela peut aggraver des pathologies comme le psoriasis, les dermatites et les rosacées. Dans l'approche fonctionnelle, ici, elle va reposer sur l'éviction ciblée et un test d'IG et la réparation de la muqueuse. Le lait riche en IGF-1, en hormones et en caséine peut lui entretenir l'inflammation, surtout chez les sujets à acné hormonal ou à eczéma. Dans ce cas, on privilégie une éviction temporaire suivie d'une réintroduction progressive et contrôlée.
Enfin, l'histamine, qu'on retrouve dans certains aliments comme le fromage ou les conserves, peuvent devenir problématiques chez ceux qui la dégradent mal. Si l'enzyme DAO est déficiente ou le microbiote est déséquilibré, les symptômes vont apparaître, urticaire, démangeaisons rosacées. L'approche sera un régime pauvre en histamine, de la DAO en complément et des nutriments stabilisateurs comme la quercétine.